Alors, c'est génial comme question parce qu'effectivement, j'ai un peu stressé en lisant le thème de cette année. Et en fin de compte, est émergée une évidence que mon job, c'est décoder, recoder. Tout le temps. En tout cas, dans l'instruction des astronautes. Pourquoi ? Parce que moi, je reçois des scientifiques, des constructeurs, des opérateurs, etc., de tous les bureaux scientifiques, etc., des informations donc scientifiques, techniques, de sécurité, politique, de communication. Tout ça, il faut le dérouler, il faut le décoder. Et mon job, c'est de le réencoder et de le compacter dans un entraînement standardisé qui va être livré à l'astronaute. Donc en fin de compte, ça fit, ça match à 100% parce que c'est vraiment du déroulage, du décodage et de l'encodage avec tout un processus de standardisation très lourd avec des experts qui surveillent le contenu et la livraison. Et donc voilà, donc ça fonctionne. Okay. J'ai ma place au festival. Alors, il n'y a pas de profil de prédilection. À l'époque du shuttle, etc., c'est vrai qu'on avait plus des astronautes qui étaient dans pilote de chasse ou des choses comme ça dans l'armée. Plus maintenant. Donc on essaye d'avoir des profils avec des provenances variées. On n'a même plus besoin d'être pilote pour être sélectionné astronaute. Donc dans la classe sélectionnée de 2009, on avait Alexander Gerst qui est astrophysicien et vulcanologue, et l'astronaute allemand, et l'astronaute danois Andy Mogensen, ingénieur en aéronautique si je ne m'abuse. J'espère que je dis pas de bêtises, qui n'était pas pilote et qui, à qui on a fait fatalement passer un PPL, un brevet de pilote privé. Mais donc, alors tu peux avoir des scientifiques, en général ça fonctionne bien, on a des ingés, des médecins, etc. Mais c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Alors en fait, je pense que les trois cohabitent toujours en fait. Donc on a toujours cette dimension géopolitique, géostratégique, militaire, très très présente encore. Après, nous, dans nos programmes de vols habités sur le projet des partenaires internationaux de l'ISS, on est dans une optique scientifique. Effectivement. Donc voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'à côté, on a la cohabitation de tout le reste. Ça n'a pas disparu. Donc, et je pense que c'est très important, en tout cas, de conserver l'ISS dans une optique scientifique et de conserver, si possible, des stations en orbite basse terrestre ou alors en orbite cislunaire à vocation scientifique. Alors, on les forme déjà, ils sont déjà maxi hybrides parce qu'ils sont plombiers, électriciens, pilotes, médecins, scientifiques, jardiniers, c'est déjà méga hybride. Fatalement, on est confronté, nous, à la dimension géopolitique parce que nous, à l'ESA, on est 22 États membres. Tous les 2 ans, il y a des ministériels qui vont définir en fait les axes du vol habité pour l'ESA. Donc ça change à chaque fois et on est obligé, en termes de contrat, on est obligé. Un pays qui investit beaucoup une année, il va vouloir et avoir du retour géographique. Donc on y est confronté de facto. Mais après, je pense qu'il y a une liberté de l'astronaute de s'engager ou de s'intéresser à la dimension politique ou militaire. Nous, on les entraîne simplement, moi en tout cas, aux expériences scientifiques, au déploiement des charges utiles, etc. Donc moi non, je ne couvre pas et je ne touche pas à cette dimension-là. La seule dimension qui s'approche un tout petit peu, c'est la communication. Et pour chaque expérience, il va falloir briefer et instruire l'astronaute sur pourquoi on fait ça, quel est l'objectif, quels sont les bénéfices pour l'exploration et quels sont les bénéfices pour nous sur Terre.
Donc c'est un petit peu politique quelque part, mais voilà, c'est avant tout de la communication et c'est super important et ça l'est de plus en plus. Alors, j'ai attaqué en fac de médecine. En fait, j'ai étudié la physiologie. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur qui me permettait de continuer à avoir des cours à la fac de médecine. Donc, c'était une formation hybride aussi, technologie pour la santé. Donc, c'était super. C'était vraiment génial. Et j'ai fait ma dernière année d'études à l'École Polytechnique de Montréal. Donc là, plutôt axé biomédical. Et j'avais pas du tout envisagé de travailler dans le spatial et pour être honnête, ça ne m'avait jamais attiré. Mais jamais. Donc voilà, ça a été vraiment fortuit. Et donc j'ai fait mon stage de fin d'études au CNES à Toulouse. Et j'ai travaillé sur un projet de physiologie destiné à être envoyé à bord de la station. Et puis là, il y a eu un déclic. Il n'y a pas eu véritablement un déclic avec le spatial, mais plus un déclic avec les gens du spatial. C'est ça qui m'a vraiment attrapée parce que ils sont animés par quelque chose de très particulier. Et c'est galvanisant. Donc ça m'a plu énormément. Et puis ils se donnent à fond, donc tu te donnes à fond aussi. Et puis quand tu te donnes à fond, parfois ça fonctionne. Et donc j'ai gagné un prix. C'était un concours international des étudiants qui se passait au grand congrès international d'astronautique. Et ça a été l'élément déclencheur, en fait. Donc ça a toujours, c'est un petit peu un malentendu à chaque fois en me disant pourquoi pas. J'avais aucune légitimité, mais ça m'a jamais gênée, avec de l'enthousiasme et puis de l'humilité aussi et du travail. Ça a marché et ça continue pour l'instant à marcher. Et donc voilà, donc l'évolution, après ce prix, il y a eu des opportunités professionnelles, notamment au MEDES, l'Institut de médecine spatiale, qui a ouvert un poste pour moi, donc c'était vraiment génial. Et j'ai commencé à travailler donc au CADMOS à Toulouse, embauchée par le MEDES, en tant que manager d'expérience en physiologie pour l'impesanteur, pour la station. Donc ça, c'était une gestion complète de projet, des spécifications jusqu'à toute fin, le stockage des données avec les commandes opérationnelles, donc c'était super. Et après la sélection de 2009 des astronautes, ils ont eu besoin pendant leur phase d'entraînement de base d'instructeurs ponctuels et on m'a proposé, on m'a demandé si j'étais d'accord de donner des cours ponctuellement, donc en anatomie et physiologie pour la petite histoire. Et donc je suis partie ponctuellement donner ces cours en 2010 et puis ça s'est bien passé, voilà. Et ils ouvraient un poste d'instructeur, j'ai posé ma candidature et ça fait 10 ans. Okay. Donc voilà. Alors, non, aujourd'hui, je pense que c'est cuit. Je pense que ça y est, je suis dedans, là. Mais ça a démarré avec l'humain. Ouais, avec l'humain, leur passion, leur énergie et leur façon d'appréhender les choses qui était tellement bizarre. Parce que fatalement, ils sont passionnés, donc ils connaissent tout sur les films, la littérature. Alors moi, zéro. Donc... Et je conserve, pour être franche, une espèce de naïveté par rapport à ça, parce que quand t'as pas la même culture des choses, t'as un angle différent. Et un angle différent, dans un milieu quel qu'il soit, c'est intéressant. Donc, non pas que je me coupe de toute la culture de littérature ou de cinéma autour du spatial, mais je suis pas du tout grande consommatrice.
Tu veux dire que les agences font appel complètement. Complètement, je trouve ça intelligent, porteur et nécessaire. Parce que c'est quelque part de l'innovation qui passe par la créativité donc ouais, pourquoi se priver de super scénaristes. Nous aussi on fait des scénarios dans nos simulations, alors scénar catastrophe à chaque fois, mais non, au contraire, je trouve ça tout à fait logique. Ouais, ça me choque pas, pas du tout. Alors en plus de ça, donc ça fait physiologie, ingénierie, et j'ai fait un MBA en exécutif, donc pendant que je travaillais. C'est un master en business et administration. Okay, d'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de m'armer en termes de langage. À l'époque, mon école d'ingénieur nous a longtemps expliqué, à juste titre, que la médecine et la technologie, c'était deux langages différents et qu'il fallait absolument que les gens se parlent pour faire avancer, pour avoir un progrès en termes de médecine. Donc le langage médical, physiologie, etc., combiné au langage ingénierie, mécanique, techno, super atout. Et après, quand on te branche dans le monde du spatial avec un langage complètement nouveau, je me suis dit, bon, on ne s'arrête pas là, parce que comme on est dans un domaine politique et stratégique, et qu'on est dans un domaine de gros sous, je vais m'intéresser au langage du business aussi. Donc en fin de compte, au quotidien, dans mon travail, j'utilise mon parcours étudiant d'éducation en m'adressant simplement, en ciblant c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que tous les astronautes sont différents et c'est vrai qu'on a des astronautes médecins, on a des astronautes pilotes, on a des astronautes militaires, on a des astronautes ingénieurs. Et je vais réadapter un petit peu ou beaucoup mon contenu pour rentrer à fond dans la tête et la mémoire, je l'espère, de l'astronaute. Donc ça, c'est vraiment en application directe aussi dans l'instruction de vol parabolique qui demande en fait des compétences pédagogiques différentes. Voilà, cibler un petit peu comment communiquer et ça m'intéresse beaucoup. Après, ça me permet d'interagir avec différentes entités et de relier différentes entités. Donc, les agences spatiales n'ont pas toujours besoin ou envie d'aller communiquer avec d'autres organisations. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire et qui me passionne. Donc voilà, si je peux continuer ou même augmenter ce type d'interaction, ça me plairait beaucoup. Tout à fait. Alors, il ne faut pas perdre de vue que la préparation théorique, elle est énorme. Elle est énorme, c'est un travail pour chaque expérience. Nous, on est obligé de se plonger dedans et il faut qu'on soit en place. En face de nous, on a des astronautes, c'est pas toujours des rigolos. En tout cas, ils ont besoin de précision et de performance. Voilà, c'est complètement logique. Après, moi, personnellement, j'attache beaucoup d'importance à la forme de livraison de l'instruction et on n'est pas obligé de faire ça de façon militaire. On a déjà des standards militaires hyper cadrés et standardisés. J'aime bien donner une instruction plus dans la douceur même. Et puis on sait très bien que quand on est fatigué, quand on est fâché, quand on est stressé, quand on a faim, on a vachement de mal à se concentrer et à apprendre. Nous, on a un besoin de rétention d'informations. Toutes nos instructions sont filmées, enregistrées et archivées. Et s'il y a un pépin à bord pendant l'expérience qu'on a entraînée, la première chose qu'on regarde, c'est l'instruction. Donc on a intérêt, et c'est vraiment fondamental, que l'astronaute et une compréhension globale et une rétention de l'information. Et moi, je trouve que ça passe mieux quand ça se fait... oui, voilà, je ne suis pas du tout psychologue ou quoi que ce soit, mais ça m'intéresse de communiquer de la bonne façon.
Donc une scission entre vraiment mon quotidien et quelqu'un qui n'y croit pas en fait. C'est ça. Oui, il y a plein de gens qui croient que la Terre est plate et qui c'est chaud hein, mais il y en a plein. Après, j'y ai jamais été véritablement confrontée. Bien sûr, il y a des détracteurs et tout, et des gens qui pensent que le vol habité est une ineptie et que ça sert à rien, etc. Donc ça, oui. Par contre, vraiment une scission entre la réalité... Non, j'y ai jamais vraiment été confrontée. Ouais. Et il faut savoir que si on fait venir... je sais pas, moi j'ai eu des amis ou ma famille qui sont venus me voir dans les salles de cours avec les machines, avec les mock-up à l'échelle 1 haute fidélité. Tu les entraînes exactement de la même façon qu'un astronaute. En fin de compte, ça rentre de la même façon. Tu as vraiment quelque chose devant les yeux. Enfin, ça fonctionne pareil. Oui. Bien sûr. Alors, la colonisation martienne, déjà aller sur Mars avant de coloniser. Oui, c'est un sujet. Alors, comme je t'ai dit avant, on ne sait pas parce qu'on est tributaire de ces fameuses ministérielles et puis des décisions à plus grande échelle parce que tu ne vas pas sur Mars tout seul. J'entends l'ESA toute seule, non, on ne peut pas. Voilà. Donc, il faut vraiment une coopération, un consensus. Donc voilà. Oui, est-ce que à l'issue des ministérielles le mois prochain, hein, elles se tiennent le mois prochain, donc on est en plein dedans. Est-ce qu'on va avoir une orientation, mission Mars, ou est-ce que ça va être plus retour sur la Lune, le Moon Village, ou alors le Gateway avec une station cislunaire? Point d'interrogation. Bien sûr, on en parle, mais honnêtement, Mars, très loin. Par contre, il ne faut surtout pas s'empêcher d'en parler. Il faut en parler, il faut y penser, il faut commencer à imaginer, à trouver des solutions, parce que c'est maintenant. Et il ne faut pas se priver de réflexion, et avec des visions peut-être d'experts en science-fiction, etc., pour faire avancer les choses plus tard, ou bien plus tard. M'en parle pas. Justement, parle-nous-en. Alors oui, bon, alors les échéances varient tout le temps. Alors 2024, 2026, Columbus c'est Selig qui est dans le jury. Qui est dans le jury avec moi, parce que je suis jury sur les longs métrages. D'accord, ok. Voilà. Donc, mais je crois qu'il veut qu'on vienne. Alors, je finis. Columbus 2030 aussi, là, on a eu à la Réunion il y a 3 jours. Oui, alors ça nous préoccupe, parce que qu'est-ce qu'on va faire après? Moi, perso, j'ai plein d'idées. Parce que je pense que c'est vraiment temps de se pencher sur l'ouverture du spatial au public. Ça ne veut pas dire envoyer n'importe qui dans l'espace comme ça, mais juste communiquer, ouvrir les portes. Voilà. Donc j'ai un petit projet perso qui s'appelle le PASI. Et donc je me penche un petit peu là-dessus sur des standards d'entraînement, de communication à qui le souhaite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, ouvrir des perspectives pour ne pas perdre notre expertise en tant qu'instructeur, toute notre expérience au fil des années, tout le matos qu'on a. Il faut le réinjecter dans autre chose. Alors peut-être que les ministériels vont nous orienter, peut-être qu'on va s'ouvrir un petit peu plus vers le public. En tout cas, c'est ce que j'aimerais beaucoup.